Et pour ce face-à-face, ravie de vous accueillir, mesdames. Violaine de Philippis, merci beaucoup d'être avec nous. Violaine, avocate, porte-parole d'Oser le féminisme. Vous êtes l'auteur de Classé sans suite, un livre qu'on va montrer tout de suite aux éditions Payot. Frigide Barjot, merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, militante, présidente de l'Avenir pour tous. Vous avez, vous aussi, écrit ce livre que je vais montrer, L'humain plus fort que le marché. Que le marché. C'est le livre que vous avez écrit, justement, L'humain plus fort que le marché. La question qu'on se pose, l'IVG, est-ce qu'on doit l'inscrire ou non, mesdames, dans la Constitution? Vous êtes vous savez pourquoi vous nous avez fait venir. Frigide. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien, mais le Sénat devrait avoir le dernier mot. On sait que l'Assemblée n'est pas contre, bien au contraire. En revanche, le Sénat, on ne sait pas, à l'instar de Gérard Larcher, le président du Sénat, qu'on écoute tout de suite. On en parle, mesdames, juste après. Regardez. L'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Il y a déjà un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantit l'IVG. Si l'IVG était menacé, croyez-moi, je me battrais pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Voilà, Violaine de Philippis. La loi, la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux. Ça, c'est un premier point pour Gérard Larcher. Et puis, le point que l'on retrouve vraiment, vous nous direz, vous aussi, Frigide Barjot, ce que vous en pensez, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Quand vous entendez ça? Déjà, oui, c'est faux, puisqu'il y a la montée des mouvements anti-droit, qui a été soulignée notamment par l'ONG Equipop et la Fondation Jean Jaurès, qui souligne cette montée, mais sur toute la planète, en fait. Finalement soutenu aussi par des gens qui ont beaucoup d'argent, qui s'emparent des chaînes télé, enfin bon, bref. Donc tout ça fait qu'il y a un mouvement en ce moment contre le droit des femmes. Ce que Suzanne Faludi disait déjà à l'époque et qu'elle théorisait, en appelant ça le backlash, où ces virages, en fait, ces reflux qui viennent après des avancées pour les droits des femmes, et là, en l'occurrence, qui viennent après MeToo. Et ce que disait le sénateur LR, c'est ça? Le président du Sénat, Gérard Larcher. Il est aussi sénateur, du coup. Oui. Voilà. Mais il ne vote pas en tant que président, il ne vote pas. Certes, mais en fait, c'est très symptomatique, parce qu'en fait, déjà, juridiquement, c'est faux, puisque la Constitution, elle ne sert pas qu'à protéger des droits menacés, d'accord? Quand on l'a instituée, ils n'étaient pas encore menacés, puisqu'on venait d'instituer la Constitution. Donc juridiquement, c'est faux. Et là, c'est l'avocate qui parle. On n'attend pas qu'un droit soit menacé pour le mettre dans la Constitution, bien sûr. Et ensuite, dire qu'il n'est pas menacé, comme je viens de vous l'exposer, c'est faux aussi. Donc aujourd'hui, c'est quoi? En fait, le sous-titre de cette déclaration, c'est écoutez, le droit à disposer de son corps pour les femmes, c'est pas si important. La liberté. Frigide Barjot. Oui, c'est la liberté qui a été bien écrite, et notamment, et c'est là où je fais une petite nuance avec ce que vous dites sur le Sénat. Moi, je ne crois pas qu'il y aura... Alors, d'abord, je précise... Vous ne croyez pas que le Sénat va s'opposer? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Et surtout, mais d'abord, moi, je me positionne face à Maître Violaine. De Philippe. Oui, on va s'appeler par nos prénoms. Oui, mais Maître Violaine, on ne m'appelle pas encore faite. Voilà, Maître Violaine. Bon, je ne suis pas... comme vous dites, anti-droit. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas contre le fait de faire entrer l'IVG dans la Constitution? Si. Alors, dans la Constitution, alors expliquez-nous pour oui, mais la loi, il faut la garder. Et je dis que... Mais il n'est pas question de ça. Ce n'est pas le droit à l'IVG qui est remis en question aujourd'hui. On sait qu'on garde la loi. On se demande si on la fait rentrer dans la Constitution ou pas. On nous explique qu'il faut la mettre dans la Constitution justement pour qu'il n'y ait pas une éventualité qu'elle soit complètement enlevée. Et donc, aujourd'hui, je pense que il y a une telle modification par rapport à la première loi Veil, qui commençait par une chose fondamentale, qui était le respect premier de la personne humaine et qu'il ne pouvait pas être porté atteinte à l'intégrité de l'être humain. Ceci, aujourd'hui, si vous mettez... Ça n'est plus à la une de la loi Veil qui a été votée en 1975. En revanche, ça existe, cette phrase, enfin, c'est cette protection de la vie humaine, enfin, de la vie de l'être humain, des droits humains à vivre. Hein, c'est bien ça dont je parle, pas une vie comme ça éthérée qu'on défendrait au nom de je ne sais pas quelle puissance supérieure. Non, des êtres humains. Elle est aujourd'hui dans l'article 16 du Code civil. Mais si vous montez une loi qui aujourd'hui, qui est la loi Veil, la loi d'IVG, mais qui a enlevé cet article 1, il n'y a plus de protection dans la Constitution, au même niveau que la liberté de la femme à pouvoir choisir de mettre fin à sa grossesse selon des conditions qui existent encore en France, des délais. Je me permets juste d'intervenir. Je me permets juste d'intervenir parce que personnellement, je n'ai pas tout compris. Alors, je me permets de vous reposer la question. Vous pensez que le fait d'inscrire, juste pour que nos téléspectateurs comprennent, l'IVG dans la Constitution, c'est remettre le droit à la vie en question? Absolument.
Il n'est plus dans au même droit à la vie, le droit à l'intégrité de la vie des êtres humains. Il n'est plus au même niveau dans la hiérarchie des normes. Donc, ce que nous préconisons à l'avenir pour tous, si vraiment nos sénateurs et le Congrès, ils vont voter. Hein, c'est même la droite, c'est même les LR et c'est même Marine Le Pen qui ont mis l'amendement qui a permis un vote massif à l'Assemblée nationale sur l'autre projet, celui qui venait de la proposition de loi. Vous parlez du mot liberté plutôt que du mot droit, c'est ça? Alors ça, c'était au Sénat et c'est un sénateur LR, Monsieur Philippe Bas, qui a mis ça. Donc vous voyez qu'il y a une alliance. Liberté garantie. Mais en l'expliquant d'ailleurs. Attends, je termine juste. Attendez, toi. Non, pardon. Attendez, je termine juste. Donc, je finis juste en disant que là, nous rompons un équilibre puisque tout était garanti par la loi, la primauté de la vie humaine et la liberté des femmes à disposer de mettre fin à la grossesse. De leur corps et de leur vie. Lorsque vous entendez les propos de Frigide Barjot, à l'instant. Écoutez, on va peut-être reposer un peu. Pour le coup, je suis avocate, donc je peux faire, je pense, un petit exposé de droit. J'ai fait 7 ans de droit. J'en ai fait 7 et je suis avocate depuis 10 ans. Très bien. C'est formidable, mais allez-y. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence, effectivement, entre droit à l'IVG et liberté à l'IVG. La première proposition qui était portée par la gauche disait droit d'avorter comme un droit fondamental inscrit dans la Constitution. La droite, notamment portée par M. Philippe Bas, effectivement, a fait amender ce texte et le Sénat a voté le terme liberté d'IVG. Philippe Bas, il explique comment? Il explique sur Public Sénat et il dit, écoutez, en fait, en mettant liberté d'IVG, ça va moins protéger, ce ne sera pas un droit fondamental et donc ça ne change rien à ce qui existe déjà, donc votons ce texte. Et c'est comme ça qu'il y a eu un espèce de rassemblement des partis. Les constitutionnalistes ne sont pas d'accord sur le sujet. Il y a les travaux de Mme Philippe Gay qui sont très intéressants et qui viennent expliquer, elle est professeure de droit constitutionnel à l'Université de Lyon, elle explique que c'est moins protégé si on inscrit liberté plutôt que droit. Et le Conseil d'État vient de nous dire l'inverse, c'est-à-dire il y a quelques semaines, il a sorti un avis où il explique que non, en fait, il n'y a pas de différence entre les deux termes, d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça complique beaucoup la donne de Philippis? Je pense qu'en réalité, liberté si on avait marqué droit fondamental à l'IVG dans la Constitution, ça aurait été plus simple. Ça aurait été mieux et même plus compliqué politiquement, parce qu'en fait, c'est là où la droite a tout à fait compris que c'était pas la même chose et où la droite ne veut pas qu'on inscrive droit à l'IVG dans la Constitution parce que ça enjoindrait plus à l'État, même si c'est pas interprétation du Conseil d'État, de fournir des moyens, de fournir des budgets et du coup de créer un vrai droit à disposer de son corps. Et ça empêcherait la liberté de conscience des médecins. Si vous permettez, ils ont déjà une clause. Le droit serait opposable et les médecins ne pourraient pas. On y vient dans un instant parce que notamment en Espagne, c'est un point intéressant que vous soulevez ici. Et en Italie, il y a des normes qui sont en train de revoir le jour. Vous avez cité Simone Veil avec des propos qui sont parfois sortis de leur contexte et puis parfois aussi interprétés. On va réécouter les propos de Simone Veil. C'était le 13 novembre 1974. Elle est devant l'Assemblée nationale et voilà ce qu'elle dit précisément, Simone Veil. Regardez. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Il y a beaucoup de choses dans ce que dit ici Simone Veil. Et encore une fois, c'est une question d'interprétation. Je vais la citer, si vous le permettez, pour avoir vos deux points de vue. Comment le tolérer, ce droit à l'IVG? Comment le tolérer sans qu'il ne perde ce caractère d'exception? Juste avant, elle dit ça doit rester l'exception, ok? On n'est pas en 2024 ici. Hein. C'était le tout début, donc déjà, il faut le remettre dans le temps. Elle dit comment le tolérer sans qu'il perde son caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager. Est-ce que inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est l'encourager? Bien sûr. Pour vous, c'est l'encourager. Et non seulement ça, et alors là, je vais rebondir avec les premiers propos de Violaine. C'est difficile. Voilà. On dit que c'est menacé, l'expansion du droit de la liberté, mais qui est un droit fondamental qui est reconnu en France, en fait, par le Conseil constitutionnel, avorté, serait en régression. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Ça n'est pas vrai. En Pologne, le jour même où ils ont voté à l'Assemblée nationale, la Pologne qui a les droits les plus restrictifs, il n'y a pas d'avortement sauf viol, inceste et malformation du fœtus. Eh bien, le nouveau Premier ministre, qui s'appelle, je ne sais plus comment, vient de légaliser la pilule du lendemain. Et Malte, vous faites quoi la situation à Malte? Et deuxièmement, il s'est engagé à légaliser
l'avortement sous condition de délai, etc. Voilà. Donc ça avance. C'est pas le cas partout. Idem en Hongrie. En Hongrie, on dit il n'y a pas d'avortement. C'est pas vrai. En Hongrie, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué, mais Orban, on peut quand même y aller de 12 à 24 semaines. Oui, mais on fait écouter les battements de cœur des enfants. On voit une vidéo. Alors moi, écoutez, vous trouvez ça normal? Mais quand vous voulez avorter, vous trouvez ça normal? En réalité, peut-être qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Avorter quand même. Non, mais pour faire comprendre, les femmes viennent se faire avorter, et à la fois en Hongrie et aussi en Espagne, hein, ça vient d'être décidé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on propose aux femmes d'écouter. On impose d'écouter les battements du cœur de l'enfant, du fœtus, et de voir une vidéo. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Vous pensez que c'est une régression quand une femme veut avorter, Violaine de Philippis? Je pense que... Attendez, avant d'avorter. Est-ce que ça les fait culpabiliser, très clairement? Je pense que faire écouter les battements du cœur, voire visualiser une échographie, c'est évidemment les pousser à changer d'avis, c'est les pousser à garder qui deviendra peut-être un enfant si ça arrive à terme de la grossesse. Évidemment, ça a pour but de les dissuader. Aujourd'hui, en droit français, on a le délit d'entrave à l'IVG, et que Laurence Rossignol avait fait étendre d'ailleurs sur le numérique, c'est-à-dire qu'il est même maintenant réprimé sur Internet, ce délit. Bien que très mal appliqué, parce qu'il y a encore beaucoup d'associations, notamment religieuses, enfin je veux dire associations qui portent des idéologies religieuses, qui du coup font, à mon sens, du délit d'entrave à l'IVG numérique et ne sont toujours pas punies. Mais alors moi je pose une question. Non mais du coup je voulais juste terminer. Oui. Donc aujourd'hui vous nous dites que vous trouvez ça normal d'imposer aux femmes qui veulent avorter dans certains pays de devoir écouter les battements du cœur. Mais donc en réalité ce que vous leur infligez c'est vous ne respectez pas leur choix. Elles sont venues avec une décision, elles veulent avorter. Vous ne respectez pas ce choix, vous ne respectez pas leur droit à disposer de leur corps, et plus que ça, vous faites de ce qui est un embryon, voire même pas un fœtus, un être humain en réalité. Répondez, Brigitte Bardot. Si le cœur bat, c'est plus un embryon. C'est donc déjà un petit être qui a ses membres, non, il n'a pas ses membres. Non, il n'a pas encore tous ses membres, mais enfin bon, voilà, ça veut dire que c'est quand même déjà bien avancé. Deuxièmement, mais je pense qu'une femme qui ne veut pas garder son enfant et qu'on n'aide pas à garder son enfant, elle ne le gardera pas. Voilà. Et si quelques-uns, j'ai bien regardé... Donc à quoi ça sert de la faire culpabiliser? Attends, non, elle culpabilise pas. Il faut se rendre compte simplement qu'il y a une vie qui est dans son... si vous voulez dire que vous on arrive à une banalisation. Mais vous lui montrez une réalité. Vous opposez cela, c'est ce que vous nous dites. C'est un drame. Simone Veil le dit. Non, mais Simone Veil le dit dans un texte pour trouver... Oui, bien justement, mais pourquoi est-ce que la vie humaine aurait moins de prix aujourd'hui qu'en 1974? Mais elle le dit pour arriver à un consensus qui amène le législateur à changer la loi. Elle le dit en 75. En 75, je tiens à rappeler qu'on avait encore un texte dans le 74, pardon. Oui, après ça a été du coup, c'est entré en vigueur en 75. Donc quand elle le dit, on a encore en vigueur en France dans le code pénal au même moment un article qui dit que en cas de flagrant délit d'adultère, tuer sa conjointe, ça peut être considéré comme excusable par la justice. Ça a été réformé en 75. Le contexte législatif de l'époque est très important pour comprendre le discours de Simone Veil. Donc elle n'a pas voulu dire que c'était mal d'avorter, et là vous lui faites dire des choses. Mais moi j'ai pas dit non plus. Bah si, vous dites. Non. D'ailleurs, ce que vous dites est très intéressant. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'un être humain n'est plus respecté, même sous une forme antécédente. Enfin. Donc c'est un discours pro-vie en réalité que vous avez. Oui, tout à fait. C'est un discours pro-humanité. Non, pro-humanité. Vous avez... Je termine. Attendez, je vous explique pourquoi. Oui, on va comprendre. Parce que vous avez raison. Le temps qui passe a fait changer des choses en bien, comme vous dites. Heureusement que on tue pas l'adultère est pareil à droite à gauche, et bon, bref, voilà, chez l'homme et chez la femme. Mais par ailleurs, vous savez aujourd'hui que tous les droits sexuels et reproductifs et les droits annexes, dont fait partie le droit à l'avortement, viennent de l'OMS. Et l'OMS fait des directives. Donc, je dis, on a évolué, mais il y a des gens qui veulent nous pousser plus loin encore. Je termine. Ces gens sont les personnes qui décident à l'OMS. Et ces personnes, dans les dernières directives de mars 2022, veulent qu'on supprime absolument toute contrainte, y compris, pénale. Quand on a des délais de gestation, ils doivent sauter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met cette liberté sans l'encadrer par la primauté de l'être humain et de la vie première de l'être humain, c'est-à-dire qu'on mette les deux droits au même niveau, eh bien, demain, nous aurons ce qui est déjà arrivé dans la loi de bioéthique et qui a été supprimée avant le vote, c'est un avortement
sans maladie et à 9 mois. Mais vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, au moment où on parle de réarmement, c'est l'OMS. On nous parle de réarmement démographique. C'est un problème, la démographie dans si je peux me permettre, on parle de ça. Est-ce que c'est pas justement antinomique avec de rebondir sur un point qui me paraît intéressant. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas dans une démarche de culpabiliser les femmes. Non. D'accord. Vous nous dites pourtant que quand une femme va avorter, vous nous dites que quand une femme va aller avorter, elle ne va pas changer d'avis. D'accord ? Vous nous dites ça. Donc, à quoi ça sert ? Vous l'avez dit sur le plateau. Donc, à quoi ça sert de lui faire écouter, si ce n'est pour la faire culpabiliser dans les pays qui pratiquent ça ? Alors, donc, nous en fait, vous êtes dans la même façon de voir les choses. Bah, je trouve que cette affirmation est du coup peu compréhensible. Alors, peut-être que je vais vous mettre d'accord sur un point. Juste, allez, il faut qu'on avance, Brigitte Bardot. La vie, c'est la vie. Oui, voilà. on a compris ce que vous vouliez dire aujourd'hui sur la vie, notamment. Est-ce que vous en avez assez, mesdames, parce que vous êtes aussi deux femmes sur ce plateau, et donc c'est aussi un plaisir de parler avec vous. Et de maman. Que vous connaissez, et de maman, à savoir de votre utérus. Est-ce que vous en avez assez que des hommes s'impliquent forcément dans cette politique, dans la politique de la vie des femmes, du devenir des femmes, et notamment dans le fait que les femmes donnent la vie? On en veut pour preuve ce député, Aurélien Pradier, les Républicains. On va l'écouter et on en parle juste après, parce qu'il a utilisé des mots forts. Il a parlé d'hystériser. D'hystériser quoi ? Eh bien, le débat, le discours sur l'IVG ou non dans la Constitution. Regardez. Je ne suis pas sûr que le féminisme, le vrai, que les femmes aient une chance incroyable à avoir comme porte-parole certaines d'entre vous qui ne cessent depuis des heures d'hystériser les débats politiques ici. Simone Veil avait fait exactement l'inverse, et c'est pour cela d'ailleurs, cette femme, qu'elle avait réussi. Brigitte Bardot, lorsque vous entendez Aurélien Pradier. Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est étonnant qu'à l'époque, c'était Simone Veil qui était qui défendait la loi en tant que ministre de la Santé, je crois, oui, elle était ministre de la Santé, et que là, on a eu seulement, alors qu'on a une femme ministre de la Santé qui vient d'arriver, Catherine Vautrin, et en fait, on n'a que des hommes, effectivement, puisque c'était Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. C'est vraiment étonnant. Ça vous révolte quand même, ça, ce qu'on vient de voir sur l'hystérisation ? Je dois dire qu'il est mal placé. C'est pas à lui de parler de la façon dont les femmes, même déjà quand on n'est pas tout à fait sur la même ligne, c'est pas vraiment... On n'est pas du tout sur la même ligne, pas tout à fait. Mais vous voyez, dans sa gestuelle aussi, il y a quelque chose de très paternaliste avec son doigt, comme ça, voilà. Et puis pire que ça, donc il pointe son doigt et puis il nous dit « ce n'est pas du vrai féminisme ». Ben, je veux dire, qui il est pour nous apprendre ce qu'est le féminisme. Le féminisme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, et ça passe par le droit de disposer de son corps quand on est une femme. Est-ce que ça vous choque aussi, ce mot d'hystérisation qui renvoie à l'utérus de la femme malade de son utérus? C'est le vocable qu'on a l'habitude d'entendre pour parler des femmes. Oui, tout à fait. Hystérique, vindicative, harpie, enfin je veux dire... c'est sorcière. C'est toujours le même vocabulaire dès qu'on doit finalement caricaturer les femmes qui réclament ni plus ni moins que de disposer d'elles-mêmes. C'est compliqué d'entendre ce genre de choses aujourd'hui en 2024, même quand on est... Mais alors, je dois dire, pas à la décharge d'Aurélien Pradier, mais le débat qui a eu lieu mardi et mercredi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, je dois dire que les femmes n'étaient pas surreprésentées, même au milieu des 100 et quelques... Il n'y avait que 100 députés. Quelques-unes tout de même. Oui, quelques-unes. Mais... Si vous regardez l'hémicycle, je pense qu'ils étaient en surreprésentation, les hommes, pour parler effectivement. Ça, c'est un vrai problème, ça, absolument. Ceci dit, on peut aussi être une femme et ne pas être féministe. Ne pas défendre le droit à disposer de son corps, c'est ne pas défendre le droit des femmes. Oui, mais on peut aussi défendre le droit des femmes à être des femmes et avoir toute leur place. Et donc, être une femme, c'est avoir énormément d'enfants pour vous? Alors, voyez, non, puisque moi, j'en ai 2 et je me considère comme parfaitement femme. En revanche, je reviens à cet énorme problème. Si vous le voilà, la dénatalité. Depuis 2012-2013, il y a une chute absolument majeure. Et les mesures annoncées, l'inscription de l'IVG, c'est-à-dire sacraliser l'IVG d'une certaine façon, au moment où on a donc 232 000 avortements. Pour vous, c'est condamner la démographie? Comment? Pour vous, c'est condamner la démographie? Condamner, non. Mettre l'IVG dans la Constitution? Non. Vous voulez condamner les femmes à avoir des enfants même quand elles ne le souhaitent pas? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Arrêtez, je vous en prie. Alors là, pour le coup, répondez s'il vous plaît, rapidement. Je dis que ça envoie un mauvais signal pour aller faire des enfants, surtout quand les mesures natalistes du président de la République sont de supprimer les congés maternaux et de les réduire à 6 mois et de faire congeler des ovules. Merci beaucoup, Brigitte Bardot, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Écrivaine, militante, présidente de l'Avenir pour tous. Merci, Violaine de
de Philippis. Merci à vous. D'avoir été avec nous, avocate porte-parole d'Oser le féminisme, auteur de Classé sans suite aux éditions Payot. Merci mesdames Merci d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui.